Chers auditeurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à Comment survivre. Chose promise, chose due. Nous démarrons donc ce soir notre première saison et à travers le premier épisode, nous allons aborder la thématique de l'immigration clandestine avec Pascal. Pascal est un jeune Camerounais qui, il y a quelques années, a tout laissé derrière lui pour se lancer à l'aventure en Europe. Et il a bien voulu ce soir partager avec nous les raisons qui l'ont mené à faire ce choix, ainsi que les péripéties qu'il a traversées. J'espère que cette discussion enrichira les auditeurs de tous bords, que ce soit ceux qui ont le bon passeport et la bonne nationalité et qui n'ont jamais connu de problème d'immigration clandestine, que ce soit ceux qui envisagent de faire le même choix que Pascal, ou alors que ce soit ceux qui ont déjà fait ce choix et qui ont déjà franchi le pas et qui se posent mille et une questions. N'hésitez surtout pas à nous supporter sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, et à nous envoyer en inbox des suggestions qui nous permettront d'améliorer la qualité du podcast. Je ne vous perds pas plus de temps, nous allons démarrer la discussion. Salut Pascal, comment tu vas ce soir? Ça va, Zoba. Et toi? Ça fait un bail qu'on ne s'est pas eu. Ça va, oui, qu'on ne s'est pas vu, qu'on ne s'est pas eu. Pour les auditeurs qui ne le savent pas, Zoba est un surnom que Pascal m'a donné il y a quelques années. C'est un mot assez péjoratif en lingala, qui est la langue nationale du Congo. Mais dans notre contexte, c'est une boutade entre amis. Pascal, est-ce que tu peux nous expliquer un peu d'où tu viens, ton parcours de vie, où tu as grandi? Je viens de Daïdo, dans une ville, la deuxième ville du Cameroun, je dirais. Enfance plaisir. J'ai fait Yaoundé aussi. Quelle était ta structure familiale? Avais-tu un père, une mère? Non, la structure c'était un peu difficile. D'habitude, c'est pas que j'aime pas aborder cela, mais bon, mon père n'était pas là, il n'était pas présent. J'ai perdu mon père, j'avais 3 ans. Donc, j'ai pas connu mon père. J'ai dû être de part et autre chez des parents, chez des oncles qui m'ont élevé, une tante aussi. Côté de ta mère, tu veux dire? Moi, je connais l'histoire, mais les auditeurs non. Et il serait intéressant d'aller un peu plus en profondeur et d'étayer un peu tout ça. Ta mère faisait quoi dans la vie? Quelle était son occupation professionnelle? Ma mère, c'était une femme qui se débrouillait, hein, une femme qui, au Cameroun, on dit Bayan Selan. Et ça n'a jamais été facile, ça a toujours été difficile. Elle a fait un peu de tout, ma mère, hein. C'était pour que je puisse aussi être comme les autres enfants. Elle s'est sacrifiée pour moi, je dirais, parce qu'après, elle n'a pas voulu avoir d'autres enfants après le décès de mon père, pardon. Ouais. J'imagine bien. Et d'ailleurs, je lui envoie plein de bisous parce que c'est une femme adorable que j'aime beaucoup. Et je lui dis merci pour tous les sacrifices qu'elle a fait pour toi. Elle en a bavé, elle a fait beaucoup de sacrifices. Donc oui, on lui fait beaucoup de bisous. Si je comprends bien, tu grandis entre Douala et Yaoundé. Tu es entouré de tes tantes maternelles et de ta mère. Tout ce monde-là fait tout ce qu'il peut pour que tu ne manques de rien ou de presque rien. Et malgré tout ce soutien et malgré tout cet amour, tu décides quand même de partir. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a réellement poussé à partir? Ouais. Dire que je manquais de pas grand-chose, ouais, je manquais vraiment pour mon âge, j'ai pas manqué de choses parce que il faut aussi le dire, hein. En dehors du fait que ma mère elle se battait pour moi, j'ai eu des gens qui étaient aussi qui ont apporté beaucoup de soutien dans ma vie aussi. J'ai ma grande tante qui m'a élevé, qui est aussi comme ma mère, à qui j'envoie aussi beaucoup de bisous ce soir. Mais bon, ce qui m'a un peu fait partie du pays, c'était un peu le contexte dans lequel on commençait à se retrouver. Moi, je veux dire, à mon époque, c'était la mode d'aller en Europe. Ici, on parle de fin années 99, 90. En fait, quand je parlerai de ma famille ici, là, c'est plus mon côté maternel. Quand je parle de ma famille en général, je parle plus de ma mère, quoi. C'est plus ma mère qu'autre chose parce que moi, j'ai pas eu cette chance-là. Ma mère, on l'a sortie quand mon père il est décédé. On l'a sortie de tous les terrains familiaux sur lesquels mon père il avait investi. Et voilà, donc on s'est retrouvés dans la rue, maman et moi, carrément. Et c'est parce que, bon, du côté de maman aussi, c'était pas des riches, mais c'est des gens déjà qui se serraient des coudes. Donc,
Et vu qu'elle avait que moi comme charge et que ses sœurs aussi ont fait un enfant aussi, donc ça a fait en sorte qu'il y avait une sorte d'union et de force entre elles, tu vois. Bon, c'était plus dans ce sens-là. Mais bon, on arrive à un certain moment de la vie où plus on grandit, plus les choses ne sont plus comme on les présente. Donc, on commence à voir que bon, on n'est pas le fils de tel parce que lui, il va avoir ça et nous n'en avons pas, tu vois. Toi, tu n'en auras pas parce que c'est l'enfant de tel, peut-être parce que tel est mieux loti que tes parents. Donc, et tout le monde autour de toi. Mais la chance que tu as, tu vas quand même dans de bonnes écoles, tu vas dans des bons établissements. Ça fait que tu te retrouves dans un milieu peut-être. Moi, je me suis senti comme ça. Moi, je me suis senti, je ne faisais pas partie de ce milieu parce qu'en fait, j'étais le pauvre de tous ces endroits où j'étais. Donc, j'étais pratiquement euh, différent des autres. Mais là, je remercie aussi, comment on dit, ce côté-là, parce que si c'était pas ça, peut-être que j'aurais pas fait de bonnes rencontres de personnes aussi intègres, personnes bien. Et puis après, bon, il y a l'amitié. La période à laquelle je décide de partir, c'est parce que je me retrouve carrément tout seul au quartier. Je ne vis plus à Yaoundé, je vis à Douala. Et quand je reviens sur Yaoundé pendant les vacances, je me retrouve tout seul. Tout le monde a voyagé, tout le monde est en France, tout le monde est posé dans son coin, la vie change et tout. Et moi, j'ai pas d'espoir, j'ai personne qui puisse faire quoi que ce soit pour moi. Alors moi, quand je parle d'aventure, j'ai donc décidé de prendre le risque de me lancer euh, avec tout ce qu'il y avait comme, on dit, des réseaux, quoi. Excuse-moi de te couper parce que j'ai quelques questions à te poser. Tu as parlé de ta grande-tante. Je voulais savoir quel était le lien entre ta grande-tante et ta mère. La grande sœur à ma mère. Donc cette grande-tante, c'est l'aînée de la famille de ta mère. Ouais, c'est l'aîné de la famille de ma mère. L'autre question que je me pose, c'est que tu nous expliques que tu es un fils de pauvre et que tu as une aide familiale limitée. Comment tu arrives donc, dans ce contexte, à utiliser des réseaux alors que tu n'en as pas les moyens financiers? Moi, j'ai pas de moyens. Je pourrais dire, le fait que j'ai grandi à la capitale, par exemple, à Yaoundé, c'est une ville qui est, bon, et tout le monde est cadre, il y a plein de choses. Et j'avais des connexions avec des amis, enfants de bien nantis, je dirais. Donc, j'étais entouré que d'enfants de Bobo. Quand je pars, moi, je dirais, c'est pas. Moi, aujourd'hui, je parle de Dieu. Je dirais que c'est le destin, c'est Dieu qui a voulu que ça se passe comme ça. J'ai un dernier ami avec qui j'étais à Yaoundé, qui lui aussi était, comme on dit, le neveu de sa tante. Donc, lui et moi, on était presque dans le même cas. Mais sauf que lui, sa tante avait plus, comment on dit, le considérait un peu plus, il avait plus de valeur, je dirais, à ses yeux. C'est-à-dire qu'elle était prête à faire tout genre de sacrifice pour que le fils de sa sœur réussisse aussi. Donc, lui, il a eu un visa et lui, il n'avait pas envie d'aller en Europe. Hein. Il n'avait pas envie d'aller en Europe, mon ami. Il avait la gestion des affaires de sa tante, étant jeune. Il avait la gestion il faisait la collecte des recettes journalières du business de sa tante. Donc, lui, il était assis parce que même l'école, lui, ça le tentait plus. C'était bon, voilà, je suis en train de faire ma vie, ça avance, quoi. Et je me rappelle, il a eu le visa pour aller en Italie. On se retrouvait à Niki, pour ceux qui connaissent. Niki, je ne sais pas si c'est Vorumbi. Vogby est un quartier du Cameroun qui est situé à Yaoundé. Et là-bas, il y avait, sa tante, elle avait une boutique là-bas, donc c'était notre lieu de repère, quoi. On s'est retrouvés là-bas et puis il était 10 heures du matin quand on s'est retrouvés. Il me regarde, je dis mais qu'est-ce qu'il y a? Il me dit je sais pas. J'ai un truc à te dire, mais je sais pas, c'est difficile. Il me dit, bah écoute, voilà, c'est comme ça, comme je te parle là, j'ai eu le visa depuis 2 semaines. Normalement, je pars dans 10 jours. Et voilà, je savais pas comment te le dire depuis, mais bon, aujourd'hui, je trouve le courage parce que tu es quand même ma personne. Voilà, ça se passe comme ça. Je lui dis, mais dis donc, toi, tu t'en vas, alors toi, tu n'as même pas envie de partir, tu vois. Il me dit, et c'est vrai, si on pouvait changer les choses, moi, je faisais ça. Mais bon, je dois partir parce que, voilà, la famille veut que ça se passe comme ça. Je vais partir, tu vois.
Je dis, OK, nous sommes restés au carrefour. Et là, il y a un monsieur qui s'emmène. Et il devait avoir la trentaine. À l'époque, on avait quel âge? On n'avait même pas encore 20 ans. Il arrive avec un passeport, son passeport à lui, avec un visa à l'intérieur. Il restait 10 jours. 10 jours pour partir. Et le gars, il Wow. n'avait pas d'argent. Il n'avait pas d'argent. Son passeport avait 40 jours de visa et il n'a pas pu avoir de l'argent pour se payer un billet d'avion. Alors lui, il vendait son document. Lui, il vendait son document. À l'époque, on appelait ça les prêts-à-partir dans les réseaux de voyage. On appelait ça les prêts-à-partir. Donc, celui qui avait de l'argent, qui était prêt à prendre le risque et il pouvait y aller. Alors, mon ami m'a dit... Excuse-moi de te couper, mais il va falloir que j'explique 2 ou 3 choses aux auditeurs pour qu'ils puissent mieux comprendre le contexte de l'époque. Il n'y avait pas de contrôle biométrique à l'époque où toi, tu as fait ce que tu as fait. Et donc, ça veut dire que c'était une époque où il était beaucoup plus aisé de voyager avec le passeport d'autrui sans risquer de se faire pincer au contrôle une fois arrivé à destination. Avant le 11 septembre, il n'y avait pas de bio, il n'y avait pas de biométrie, il n'y avait pas de contrôle. C'était un peu, voilà, on entrait, on sortait. Mais il fallait avoir du courage aussi pour partir avec les documents de quelqu'un. Et puis voilà, sachant que beaucoup partaient, beaucoup revenaient. Il y avait beaucoup qu'on recalait aussi à la frontière. J'imagine bien, il faisait quand même des vérifications de routine quant à la physionomie du titulaire du passeport. Ouais. Mais moi, vu que nous étions déjà un peu, on était tout le temps au carrefour là, et il y avait beaucoup de ce genre d'activités. On a été témoin de pas mal de choses, et ça fait en sorte que on savait comment est-ce qu'on pouvait organiser ce genre de documents pour qui voit comment gérer les choses, et puis comment est-ce qu'on pouvait sortir avec ça. Du coup, ce monsieur vient au carrefour, il te dit qu'il ne lui reste que 10 jours, mais qu'il n'a pas assez de sous pour le billet. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Comment tu réponds à cette sollicitation? Franchement, moi, je suis vraiment pas tenté parce que je dis, 10 jours, c'est un peu, c'est risqué. Moi, j'ai pas d'argent. J'ai pas d'argent du tout. Et même mon ami me dit, voilà, ce qu'on peut faire, c'est quoi? Parce que lui, comme il devait voyager, il était prêt à me donner, il m'a donné de l'argent déjà même. Il m'avait donné 350 000. Ouais, il m'avait donné, c'était en dépannage et tout. Et c'était pas mal. Quand on tournait, je vais pas te mentir, j'avais des jours où je rentrais à la maison avec 50 000, 60 000. Hein, quand on rentrait faire parfois ça s'appelle la frappe aussi pour les auditeurs. On frappait de temps en temps. On détournait un petit peu de temps en temps. Donc, Du coup, il te donne les 350 000 francs CFA. il me donne les 350 000 et moi, je lui dis merci parce que moi, ça va m'aider. Parce que moi, j'avais un autre projet dans la tête. J'avais un projet. À l'époque, il y a une école italienne qui avait ouvert c'était à Bonabéry. À Douala. Oui, à Douala. Ils prenaient des jeunes pour former sur les plateformes pétrolières. Et moi, j'en avais parlé à la maison parce que ça coûtait 2 millions cette école. Elle n'a pas voulu m'aider. On m'a dit non, c'est trop cher. Mais j'avais besoin, dans ma tête, j'avais un projet de 500 000. C'est-à-dire parce que pour s'inscrire, il fallait les 500 000. Et puis, l'argent, c'était 2 ans de formation dont on payait tous les 6 mois 500 000. Et moi, parce que comment on était formé, on était formé, c'était sur le tas. Donc, on était rémunéré aussi par mois là-bas. Donc, c'était un stage rémunéré, quoi. Ouais, c'était pas des stages, c'était des formations rémunérées. Ok, formation rémunérée, je vois. Donc, mais on n'a pas vu ça comme ça dans ma famille parce qu'on s'est dit, voilà, lui, non, il a même pas encore eu le bac, il est au niveau du bac, il veut pas finir, machin truc. Parce que moi, j'avais compris, si je fais pas pour moi, il y aura personne qui va faire pour moi. Sachant que je vais toujours demander. Donc, tu as les 350 000 francs CFA et tu fais quoi alors? Les 350 000, moi, je les mets dans ma poche. Hein. Moi, je vais à la maison. Quand j'arrive à la maison, il y a un truc qui se déclenche. C'est-à-dire que je suis chez ma tante. J'arrive chez elle. J'ai ma belle tante qui est là aussi. La femme à l'un de maison qui est là. Elle est venue accoucher sur Yaoundé. Et voilà, qu'est-ce qui se passe? Dès que je rentre, elle me dit on a laissé de l'argent là, il faut que tu ailles payer les factures.
Parce qu'à l'époque, on les payait les factures. Nous, on avait, ma tante, elle avait un contrat, elle payait les factures, c'était trimestriel. Elle me dit, voilà, on a déposé de l'argent, 300 000, pour aller payer les factures et tout. Je dis, donc c'est tout ce que moi, on trouve pour moi à faire ici, tu vois. Parce que j'avais expliqué mon projet, et comme il y avait des connexions aux hydrocarbures, je me disais, bon voilà, en faisant un truc pareil, peut-être qu'on pouvait me linker à la SNH ou, je sais pas, quelque part. Moi, je devais être technicien en quelque chose de bien, quoi. Pour les auditeurs qui ne connaissent pas le Cameroun, la SNH, c'est la Société nationale des hydrocarbures. Donc, quand je suis arrivé et que ma belle-tante m'a dit cela, je lui ai dit, mais ça, j'ai pas envie de le faire, je vais pas le faire. Elle me dit, et ta tante aussi, elle a dit qu'il y a sa salle de bain qu'il faut laver et tout. Et là, c'était vraiment... C'est la goutte d'eau, quoi. Mais, en même temps, c'est Dieu qui sait comment il fait ces choses. Moi, ma tante, parce que bon, étant jeune, il faut le dire, hein, on a toujours eu à faire des petites frappes. On appelait ça des frappes à Yaoundé. Piquer les sous des parents ou des tantes, etc. Tu pouvais prendre des petits sous, genre 20 000, 30 000, 50 000, quand il y en avait dans la chambre. Et moi, ça faisait genre 2 ans que je n'étais pas rentré dans la chambre de ma tante. Tu vois? Oui, je vois. Et ma belle-tante, elle m'a tellement supplié parce que quand elle m'a dit cela, j'ai dit de toutes les façons, je paye rien, je prends mon sac, moi je vais sur Douala. Tu vois? Quand elle me dit ça, elle me supplie, elle me dit Pascal, fais pas ça, tu vois, tu sais, c'est pas grave dans la vie. Parfois, il faut accepter, il faut se rabaisser pour pouvoir peut-être être bien demain et tout. En fait, elle m'a bien parlé, elle m'a très bien parlé. Et puis voilà, elle a pu me convaincre. Je suis donc rentré dans la chambre pour nettoyer les toilettes avant d'aller payer les factures. Donc, je suis rentré, j'ai fait le ménage. Comme c'était la chambre de la frappe, j'avais demandé 2 millions. En passant, j'ai renversé une enveloppe qui contenait 20 millions de francs CFA. Oui, quand même, 20 millions, c'est énorme, ça. C'était l'argent pourquoi? Je ne savais pas c'était pourquoi. Alors, dans ma tête, il y a eu 2 choses. Tu prends 2 millions, tu vas t'inscrire à l'école. Ou tu prends 2 millions, tu prends le risque de partir. Ouais. Alors moi, les calculs étaient vite faits. Si je prends 2 millions et que je suis à Douala, s'il m'arrive n'importe quoi et que ça foire avec les 2 millions, je suis dans la merde. C'est clair. J'ai dit, je vais partir sur l'Europe. C'est mieux. De là-bas, je pourrais rembourser de l'argent et tout et tout. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai appelé mon ami. Je lui ai dit, est-ce que le bonhomme, il est encore là? Est-ce que le truc... Parce que pour moi, j'avais zappé le truc. Il me dit, qu'est-ce que tu as encore fait? Qu'est-ce que tu crois? Je lui dis, qu'est-ce que tu crois? Il me dit, non, ça sent mauvais, ça. Qui ne risque rien à rien, c'est notre devise, tu as oublié? Il me dit, ouais, je sais, mais bon, je sais pas trop comment dire, mais bon, écoute, je lui dis, est-ce que le bonhomme, il est encore là? Il me dit, ouais. Je dis, ben, j'arrive, alors. Quand je suis arrivé, je suis reparti là-bas, il était midi, 13h par là, tu vois. Et midi, 13h, j'arrive, le gars, il est là, il a toujours pas trouvé de preneur. Et moi, je lui dis, bah, écoute, si tu veux, je te donne 200 000 là. Donc, sur moi, les 2 millions plus les 350 000 que mon ami m'avait donné. J'étais à 2 350 000 francs CFA. 2 300 000, j'étais un millionnaire, franchement, millionnaire en CFA. Donc, il fallait pas blaguer. Alors, ce que j'ai fait, c'était un peu, je dirais, le coup du destin, tu vois. Moi, j'appelle ça le coup du destin parce que si j'avais pas été béni ou quoi que ce soit, je serais peut-être pas passé. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé, je suis retourné au Carrefour, ils étaient, et on a récupéré le document. On lui a proposé... Combien? 200 000? On lui a proposé 200 000, il a refusé. Il partait, on lui a dit, bon, on te rajoute 50 000. Il est revenu, il a donné le document et on est parti. Donc là, il faut voir que sur le papier, c'est 10 jours qui restent. Donc, tout de suite, on fonce chez nos gares, là. On se retrouve au marché central où on avait un technicien, on va dire comme ça, qui savait gérer les choses. Donc, on y est monté et voilà, ça a marché. On est allé à Air France. Air France était en train de fermer. À l'époque, il fermait à 19h. On est arrivé, il était 18h15. Il y avait plus de place pour le vol le jour même. Mais le lendemain, il y avait un vol, mais pas sur Yaoundé, mais sur Douala. Donc, on a pris le billet. On nous a dit, mais c'est un peu cher. On dit 750 000. Bah, écoutez, je suis millionnaire. Donc, j'ai pris le billet et puis voilà.
On est Qu'est-ce que tu fais quand tu es en possession du billet d'avion? Tu fuis directement sur Douala? Quel est ton plan? Parce que ta tante, est-ce qu'elle s'en est pas rendue compte entre le temps où tu as fait tout ce que tu avais à faire et tu disparais avec ces 2 millions qui ont été retirés de sa somme globale de 20 millions? ouais, on est parti de Yaoundé pour Douala En taxi-course? en taxi-course. Waouh! Ouais, on était millionnaires. L'homme était millionnaire. Pour moi, il fallait agir vite, quoi. Il fallait partir au plus vite, quoi. C'était ça. Donc, mais avant qu'on ne parte, on a pris, parce que mon ami, ses parents avec sa tante avait un magasin, je sais pas si tu connais le Capitole. Oui, je connais. Ouais, le Capitole était transformé à l'époque, le cinéma, il n'existait plus, c'était transformé, quoi. Ouais, on est parti là-bas, il m'a sorti 2 costards, j'ai pas payé, des chemises, des Stanford, tu vois. Et donc, vous prenez le taxi-course. On est parti sur Douala et il me regarde et il me dit, tu vois comment la vie est? C'est-à-dire que Dieu, il t'aime tellement que tu vas partir même avant moi. Et je suis parti. Quand je voyage, j'y reste 8 jours. Attends. Excuse-moi de te couper. Donc, tu arrives à Douala et qu'est-ce que tu fais une fois à Douala? Tu vas à l'hôtel, tu vas chez un ami, un membre de la famille. Qu'est-ce que tu fais une fois que tu es dans la ville de Douala? Je vais me cacher. Je vais pas à l'hôtel, je vais dans mais j'ai un bon ami à moi. Lui, il est en Belgique aujourd'hui aussi. À l'époque, il vivait à Bonaberry. Voilà, donc il vivait à Bonaberry et il y avait beaucoup de bons plans là-bas, des petites auberges. On est parti et en fait, lui, il avait l'habitude d'être seul à la maison, mais comme Dieu sait faire les choses, il y avait beaucoup de monde chez lui ce jour-là. C'est-à-dire qu'il y avait ses oncles, ses tantes et tout. Donc, ils avaient un mariage qui préparait. Mais je pouvais pas être là. On a fouillé une petite auberge là. On est resté, on a pris une chambre. On est restés tous là-dedans. Mais avant, on tenait pas la Bible. Et lui, il est sorti avec une Bible. Il me dit, il faut prier, tu sais. Lui, il me dit, il faut prier. Je dis, mais je sais même pas prier. Il dit, je vais t'apprendre à prier. On s'est mis là, il me dit tu parles avec ton cœur et tout. Ouais. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que si c'était pas le bon Dieu, tu vois. Tu n'aurais pas réussi à partir. Ouais. Donc, tu pries, tu passes la nuit à Douala et tu sais toujours pas ce qui se passe à Yaoundé. Ni ta tante, ni ta mère, ni aucune personne finalement de ton cercle familial ne te cherche. Pas de nouvelles, personne t'envoie de texto, de SMS. Enfin, il n'y avait pas de téléphone portable à l'époque, c'est ça? Non, j'avais un portable. Ah, il y avait déjà des portables. On avait des portables déjà. Il y avait, c'était quoi Siemens. Je connais pas. Ah, tu veux dire Siemens peut-être? C'est vieux tout ça. Ben ouais, c'est vieux. Donc du coup, personne ne t'appelle, pas de message, rien. Non, c'est pas que personne n'appelle, j'ai pas de message. Ben, moi, je suis parti. Comme j'avais l'habitude de partir, j'étais déjà grand aussi. Je savais que ouais, je pouvais dormir. Donc, j'ai dit, j'étais chez un cousin à moi. J'ai dit que j'étais chez un cousin à moi à Yaoundé. Pourtant, je n'étais pas là-bas. D'accord. Donc en fait, tu as quand même dit que tu allais dormir quelque part pour éviter qu'on te cherche en fait. Donc, tu fais ta prière, etc. Et le lendemain matin au soir, tu pars. Je sais plus à quelle heure le vol partait à l'époque. Ouais, le vol, il partait, je pense qu'il partait, c'était quoi, 20h45. D'accord. Ouais, ça se passe comme ça, mais bon, eux, là, ils se prennent pas trop la tête. Ils savent que bon, il est chez le cousin, s'il est là-bas. J'avais payé les factures, tout était payé, donc on pouvait même pas me soupçonner. D'accord, donc en fait, tu avais quand même payé les factures. C'est surtout les 2 millions au-dessus que tu avais volé qui était un problème en fait. Je m'inquiétais, mais en même temps, ça m'inquiétait pas parce que comment j'avais volé les 2 millions, tu pouvais pas te rendre compte qu'on a volé dans les 20 millions. C'est 20 liasses de billets. Dans les liasses, je comprends, mais t'étais malin à l'époque hein, quand même. Bah, j'étais déjà chuté. Du coup, tu frappes, comme on dit vulgairement au quartier, tu pars à Douala, tu voyages, mais quand tu pars, est-ce que tu te demandes chez qui tu vas vivre quand tu vas arriver? Est-ce que tu sais dans quelle ville tu comptes t'installer sur le long terme? Chez qui tu vas être hébergé? Comment tu vas vivre une fois arrivé sur place? Est-ce que tu t'es posé ces questions-là? Non, moi, dans la tête, je vais arriver. C'était pas... Comment je vais arriver? Ça, c'était pas un problème. Je devais monter, j'arrive. Mais comme je t'ai dit que j'avais la plupart de mes amis qui étaient déjà en Europe. On a contacté... j'ai un grand frère ami il est à Lille. À l'époque, il était à Paris, il était sur Villeparisis. Et lui, ça faisait, c'était beaucoup de chance. Hein. Lui, ça faisait 4 mois, il était en France.
Et comme par hasard, la personne qui l'hébergeait était au Cameroun. Quand j'ai pu la voir, il m'a dit, ben, écoute, si tu arrives à telle heure, Villeparisis, c'est pas loin de Charles de Gaulle. Donc il m'a dit, je serai là, je viens te chercher le matin. Et puis voilà. Donc, du coup, tu prends l'avion et ça se passe comment à la sécurité à Douala? Comment se passent les contrôles? Est-ce qu'ils repèrent quelque chose? La sécurité à Douala, ben, je t'ai dit, c'était un réseau. C'était un réseau parce que le réseau, lui, il contenait beaucoup de gens. Il fallait payer à l'aéroport. J'avais payé, je pense, un truc comme 150 000 pour qu'on me laisse passer, quoi. Arrivé à Paris, comment ça se passe? À Paris, quand je suis arrivé à Paris, j'avais tout. J'avais des travel checks et tout. Et parce que le gars, son visa, c'était pour l'Allemagne, mais il transitait pas à Paris. Donc, ça faisait que je devais juste être de passage à Paris parce que j'avais un train à prendre qui devrait m'emmener en Allemagne, à Francfort. Mais quand je suis arrivé, le passage au truc à l'aéroport au Cameroun, c'était simple parce que bon, tu reconnais les siens. C'est-à-dire que c'est des gens comme toi, tu sais que tu peux leur parler comme, tu vois, tu parles leur langage, quoi. Mais le plus dur, c'est quand j'arrive à Paris, le matin, et voilà, on nous met ces 2 rangs. Hein. Moi, j'étais bien là, sapé là, tranquille. Là. Bien sapé dans mon costard. Mais moi, parce que le document du gars, il y a un truc que je veux que tu saches. Moi, j'avais, parce que tout le monde me disait non, il a la tête comme toi. Mais moi, j'avais dit non, moi, je veux pas ça. Je veux qu'il y ait ma photo dessus. Donc ça, c'est un autre passage sur le passeport. Donc, on a travaillé le passeport. Ah, ça, tu nous l'avais pas dit au début de l'émission, au début de l'interview. Parce que c'est un réseau, c'est des trucs. Donc, ils ont mis ta photo sur le passeport du monsieur. Parce qu'avec ma photo, moi, j'étais plus galvanisé qu'autre chose. Et donc, à Charles de Gaulle, tu arrives à l'aéroport Charles de Gaulle et qu'est-ce qui se passe? Il y a les 2 rangs et quelle est la suite? J'arrive, il y a les 2 rangs, il y a un monsieur, un policier qui me douane, il me met à l'écart carrément. Tu as dû avoir peur. Carrément. Il me dit contrôle de routine tout simplement, monsieur. Je dis ouais, passeport s'il vous plaît. Je lui sors le passeport, il regarde le passeport, il me regarde, il me dit mais t'as pas 32 ans toi? Et là je sors la basse, je lui dis mais vous êtes pas mon père ou ma mère. Je lui dis comme ça. T'es gonflé, toi. Ouais, il me dit mais 8 jours. C'est 8 jours. Je lui dis mais déjà je viens pas en France. Je suis en train d'aller en Allemagne. Je suis désolé parce qu'à l'époque on mettait les professions des gens sur le passeport, tu vois. Et ma profession là, le gars il était comptable, tu vois. Alors il me dit mais 8 jours. Je lui dis bah écoutez, vous avez vu ma profession? Il me dit ouais. Je lui dis bah moi je suis comptable. À la dernière minute on m'a demandé de faire les inventaires, de faire les inventaires de la quincaillerie. Comme j'avais les trucs de la quincaillerie que j'avais, c'était la quincaillerie Niki. C'était une grande quincaillerie qui avait plusieurs branches. Je dis, ben, je travaille à la direction. Et comme j'étais comptable pour Niki, donc voilà. Et je lui ai dit, ben, allez chercher pour savoir. Il me dit, mais, et vous allez aller comment en France? J'avais des réservations de billets de train, tout. Hein. Je lui ai sorti l'enveloppe où j'avais toutes mes choses, tous mes documents. Je lui ai dit, ben, il est où le billet? Ben, voilà, il est là. Voilà le billet de train et tout. Pour l'Allemagne. Ouais, il me dit, bah, aller de l'autre côté. Alors, là, maintenant, je vais au guichet, c'est ça? Oui, c'est le guichet, hein, c'est ça, hein, où le policier t'attend et il te regarde une deuxième fois et il fait des vérifications peut-être un petit peu plus approfondies, je suppose. Donc, je vais là-bas, c'est une dame qui est là. Alors, elle veut me souffler avec les questions. Si je dis, bah, écoutez, votre collègue, il vient de me questionner là maintenant. Moi, je suis fatigué, j'ai un train à prendre. Donc, voilà, tout, prenez. Comme ça, j'ai parlé comme ça. Mais il fallait voir le petit minot dans le costard. C'est-à-dire que ils avaient bien lu que j'avais pas cet âge-là, mais comment je m'exprimais, ça faisait que ça jouait le jeu. Pour eux, tu étais peut-être un faux jeune, parce qu'il y a des personnes qui ont l'air très très jeunes. Voilà, on peut dire ça. Mais bon, c'est Dieu qui sait tout. Donc je passe, et quand je passe, je prends parce que j'avais tout, hein, j'avais même la carte pour appeler. Ah oui, carrément, t'étais préparé. Hein.
J'avais tout, j'étais équipé, je te jure. C'était, ouais, c'est un voyage, vraiment, tout était fait pour que je passe. Pour que ça passe. Ouais. Donc tu traverses et qu'est-ce que tu fais? J'appelle mon ami. Quand j'appelle, lui, il était fatigué de matin parce qu'il paniquait. Il se disait, ben, c'est sûr qu'on m'a calé, tu vois. Il voyait des gens sortir. Ben, moi, j'allais traîner. J'étais carrément le dernier à sortir, tu vois. Et moi, j'appelle. Lui, il était juste derrière, c'est-à-dire qu'il y avait une vitre. Et lui, il était derrière la cabine, là. Et moi, je savais pas. Je l'appelle. Il me dit, tu es où? Je dis, mais je viens juste de sortir, là, je suis au niveau de la cabine. Et il sort sa tête pour regarder. Il me voit, il me dit, mais quand? Bouge là comme ça. Je viens. Et puis voilà. Je suis sorti. C'était des retrouvailles, c'était bien. Tout, on est parti. On est allé à Villeparisis. De Villeparisis, mais moi, j'avais. Excuse-moi de te couper, tu arrives à Villeparisis, tu es accueilli par ton ami, etc. C'est bien beau tout ça. Mais ta famille au Cameroun, elle pense toujours que tu es dans la ville, que tu dors chez ton cousin? J'étais déjà un peu majeur. J'étais quand même en première. Parce que tu as quand même laissé derrière toi ta mère, ta tante, tes cousins, enfin une multitude de personnes qui n'étaient pas au courant que tu partais. Et ces personnes-là, elles pensent toujours que tu es au Cameroun. Est-ce que ça te passe toujours pas à l'esprit d'appeler ta mère? Non. Que ce que j'avais fait, je savais que ça pouvait être dramatique pour ma mère. Il fallait que je sois bien posé pour le faire. Mais il y a un truc qui se passe, ça faisait... Quand j'arrive, je peux pas avoir le contact parce que j'ai pas je pouvais pas les appeler, je pouvais pas appeler maman, je pouvais pas appeler personne. Mais là, il y a inquiétude parce que ça va faire déjà... c'est le 3e jour, quoi. Ah oui, le jour J où tu as décidé de prendre l'argent de ta tante et de partir, la journée que tu as passée à Douala et l'arrivée en France. Donc on est déjà à 3 jours. Et quand j'arrive là, donc un jour, j'ai pas appelé le jour-là parce que bon, j'avais pas les possibilités d'appeler. J'avais pas, je sais pas que j'avais pas les moyens. Il fallait aller changer l'argent. Et mon ami, lui, il connaissait pas trop. Alors on attendait notre grand frère. Il s'appelait Raoul, un grand frère qui devait lui me prendre et m'amener faire les trucs parce que quand j'arrive, il faut quand même le dire, en France, les gars ont encore beaucoup peur, hein. Les gens sont timides, les gens ont peur de s'exposer, les gens ils volent pas les métros, ils sont pas encore Réglo. Ouais, les gars sont réglo, mais ils sont aussi limités, tu vois. Ça fait que pour que tu sortes, parce qu'il y a la crainte, il n'y a pas d'information, ils n'ont pas d'information. Ils sont là depuis, ça fait peut-être 6 mois, d'autres 1 an, mais ils n'ont pas la bonne information sur... Leurs droits, etc. Ouais, c'est un peu genre, tout le monde stresse le papier, tout le monde stresse au boulot. Donc, ils ont cette routine de boulot, métro, dodo, quoi. Organiser le temps pour quelqu'un qui vient d'arriver, c'est un peu... ça prenait le temps. Donc, moi, je suis arrivé, je pense que j'étais parti, je sais pas si c'était un mardi ou un mercredi, du Cameroun. J'étais arrivé un mercredi en France, je sais pas, ouais. Et donc, moi, je devais voir Raoul le vendredi, tu vois. Le vendredi, j'ai vu Raoul, il est arrivé à la maison. Le jackpot, toujours, hein, je te jure. J'avais un grand frère de la famille, quoi. C'est des cousins un peu éloignés. Ils faisaient des affaires à l'époque. On appelait ça le fait, comme on dit. C'était un féman. C'était un féman, voilà. Pour les auditeurs qui ne connaissent pas le Cameroun, les féman, ce sont des hommes d'affaires véreux qui trempent dans pas mal d'escroqueries, mais qui arrivent tout de même à générer des revenus conséquents. C'est pas Raoul le féman, c'est l'ami. C'est un grand frère, mais c'est un ami. Mais lui, il connaît bien mon grand cousin qui est féman. Et il est décédé. Il est décédé en 2000. Il est décédé 1 an après que je sois arrivé. Hein. On l'appelle les Chomé Boys. Donc c'est par le biais de Raoul que je fais ça, que je le retrouve, quoi. Quand on a appelé Raoul et tout, lui il arrive à la maison à Villeparisis pour me prendre. Il me regarde, il me dit mais parce qu'il m'appelait Mouna, tu vois, il m'appelait l'enfant. Ouais, il me dit Mouna, je dis ouais, il me dit mais attends. Est-ce que Chomé et toi vous êtes parentés? Comme je dis mais ouais, qu'est-ce que tu racontes comme ça? Il dit ouais parce que je sais que ouais. Quand il était tout le temps au Cameroun, il venait voir ta mère et tout pour des petits dépannages. Bon, Chomé et ma mère, ils avaient une histoire, c'était un peu comme grand frère et petit frère, mais l'écart d'âge n'était pas trop, c'était un peu trop proche. Et lui, c'est le gars, quand il faisait ses 400 coups, personne n'allait lui rendre visite quand il se retrouvait en tôle.
Et avec maman, c'était sa personne, c'était sa grande sœur chérie. Fallait pas blaguer avec elle, tu vois. Ce que j'avais eu avec Chomé, c'était genre, à cause de cela, il a développé un truc pour moi. Parce que c'est lui qui m'a donné le petit nom de Mouna. Et je dis à Raoul, mais est-ce que tu peux me donner son numéro? Je l'appelle là, tout de suite. Il me dit non, tu sais, on est en France, on passe pas les numéros aux gens comme ça et tout. Je dis, mais je te demande de me. Il me dit non, je vais l'appeler. Je dis, appelle-le là maintenant. Il a cru que je blaguais. Je lui dis non, appelle-le avant qu'on ne bouge. Et quand il appelle, il donne le petit nom, mon petit nom. Il demande à Chomel, j'ai un petit sous la main comme ça ici, là. Il est arrivé là. Il a personne, il est à Villeparisis et tout, mais je pense que tu le connais. Il dit, c'est Mouna et tout. Il dit, mais tu me demandes si je connais Mouna. Il y a un seul Mouna, c'est moi qui ai donné ce nom-là. C'est mon fils. Et c'est comme ça que ça se passe. Donc, il lui dit, il lui demande de me passer le téléphone et voilà. Dès que je parle avec lui, il dit, redonne le téléphone à Raoul, demande-lui de te ramener à moi. Donc, je lui ai passé le téléphone, il a parlé à Raoul et tout. Ça s'est fait c'était tellement rapide que moi, j'en revenais pas, tu vois. Et voilà, ça fait que je me suis retrouvé à la gare de l'Est, gare de l'Est, ouais. La gare de l'Est. Et voilà, je découvrais le Quick, je découvrais pas mal de choses. Donc, je suis resté et Chomé n'était pas là, mais il nous a demandé de l'attendre là. Il a demandé qu'on l'attende là. Et Raoul, lui, il allait travailler. Tu vois, il m'a donc dit, bon voilà, je vais te laisser ici, parce que Claude a dit que tu restes à côté de la cabine. Voilà, donc je suis resté à côté de la cabine et à chaque fois ça sonnait, j'allais décrocher. Il m'a appelé toutes les 10 minutes pour me dire, ne panique pas, je te vois, reste où tu es là, je te vois. Quand je suis parti pour changer, moi j'ai pris mon trolley avec moi, j'ai dit, c'était aussi une stratégie pour moi. C'était genre, ben voilà, si tu veux que je vienne, tu me prends une fois tout. Hein. Donc, comme ça, c'est mieux. Je suis fixé une fois aussi. Moi, comme ça me fixait. Parce que pour moi, c'était ma devise à l'époque, c'était le ciel, c'est une grande toiture, tu vois. Moi, j'étais un peu ce genre de bonhomme qui se disait, ben voilà, si ces gars, ils font 10 ans avant de mourir sous le froid, ben moi, je ferais pareil. C'est pas, je pourrais faire 15. C'est ce que je me disais. Tu vois. Il finit par arriver. Non, le dernier coup de fil qu'il me donne me dit, tu vois en face de toi, il y a le Quick. Rentre là-dedans. Tu t'assieds et tu m'attends. Je rentre dans le Quick. Je reste assis. Il y a quelqu'un qui... Donc, dès que je suis assis là, je suis resté 10 minutes. Après, dans mon dos, quelqu'un me ferme les yeux. J'ai tout de suite, c'était lui. Je vois, il était tout content. Il était tellement ému. Il me regardait. Pour lui, c'était comme s'il voyait un fantôme. Parce que ça faisait... un truc comme 7 ans, il était là, il avait vu aucun membre de sa famille. Donc pour lui, c'était... mais quand j'étais au Cameroun, on parlait souvent au téléphone, tu vois. Parfois, quand il appelait maman pour dire, bah, voilà, je t'ai envoyé 10 francs, machin, truc et tout et tout. Donc parfois, on parlait un peu longtemps au téléphone. Et moi, je me rappelle, 6 mois avant qu'on ne se retrouve comme ça, j'étais au téléphone avec lui, je lui avais dit, dans les blagues, je lui ai dit, bah écoute, si je fais l'aventure, moi, je nage, là, j'arrive en France, tu vas m'accueillir. Il m'a dit, mais tu es fou, quoi, tu me poses déjà de questions. Tu es la bienvenue. Et c'est lui qui me rappelle cette histoire-là. Il me rappelle ce dernier coup de fil qu'on avait, parmi tant d'autres qu'on avait eu, quoi. Il me regarde, il me dit, c'est vrai que tu étais tu. Comment tu as fait pour arriver? Il me dit, c'est le Quick. Faut que tu manges, tu goûtes. Tu entends souvent un hamburger, machin, truc. C'est ça, alors voilà, ça. Tu en veux? Je lui dis, ouais. Il me dit, bon, tu vas prendre un menu. Je dis, moi, je sais pas choisir. Il dit, bah, il a choisi un truc pour moi, là. J'ai mangé. Après, il m'a dit, après, on est parti juste en face du Quick. Il y avait à l'opposé, il y avait un café. On est parti là-bas et on s'est assis. Et là, il m'a dit, vas-y, raconte-moi tout. Parce que si tu arrives comme ça, tu es chez des amis, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et tu t'es livré, je suppose. Et moi, je me suis livré, je lui ai expliqué tout. Et c'est lui qui m'a dit, écoute, on va pas bouger de midi à 14h. Parce que moi, j'avais mon... Avant ça, quand lui me parlait comme ça, c'est que on l'avait déjà appelé pour lui dire que j'étais... Porté disparu. Ouais. Il y avait des annonces radio partout déjà, parce que ça faisait beaucoup déjà. Ça faisait plus... Il n'y avait pas de nouvelles, mon téléphone. J'avais pas de téléphone, j'avais rien.
Oui, le téléphone ne passait pas. Donc, ils ne se sont toujours pas rendus compte que tu as pris 2 millions de francs CFA. Pour l'instant, tout le monde se soucie de savoir où tu es et si tu vas bien. Il décide comme ça, il dit, bon voilà, ce qu'on va faire, on va appeler... D'abord, parce que j'ai mon grand cousin, le fils à ma tante, Le fils de celle chez qui tu vivais. celle chez qui je vivais, il avait appelé Chomé pour lui dire que ouais, j'étais disparu. Donc, ils étaient inquiets, tu vois. Un peu. Ils étaient inquiets tous. Donc, il me dit, bon, on va d'abord l'appeler, lui, et comme ça, on va lui faire comprendre que voilà. Donc, on l'a appelé, lui. Quand on l'a appelé, lui, il a informé la famille, mais ma mère n'était pas au courant. Donc, et moi, tout de suite, il a appelé maman. Après qu'on ait appelé mon frère. Après qu'il ait appelé ton cousin, tu veux dire. Parce que pour les auditeurs qui connaissent pas très bien le contexte africain, en général, les cousins sont appelés frères, tandis que les amis sont appelés cousins. Oui, il a appelé maman et puis il m'a passé le téléphone. Il a dit à maman, bah voilà, il a fait une bêtise, mais sa bêtise, c'est pas une bêtise comme... parce que quand je lui ai expliqué, il m'a dit, tu appelles l'autre. Quand on a appelé mon frère, quand on a appelé mon cousin, et je lui ai expliqué. Je lui ai expliqué de la même façon. Les mots sont sortis, non, c'est rien. Si tu es là, voilà, c'est bon. Au moins, on sait où tu es, tu vois. Est-ce que tu dis à ton cousin que tu as pris 2 millions à sa mère pour ton voyage en France? Je lui ai dit que j'ai pris de l'argent. Si je disais pas, on ne devrait pas le savoir. Hein. Et donc tu es quand même honnête dans ce que tu as fait, dans l'acte que tu as posé. On ne devait pas savoir parce qu'elle ne pouvait pas parler, sachant qu'elle avait 20 millions à la maison et que on savait que j'avais sorti ce genre de problème-là. Tu comprends un peu ce que je veux dire? Donc, oui. Mais moi, je lui dis, moi, j'ai été honnête et j'ai dit. Oui, donc tu dis à ton frère, écoute, j'ai frappé et je suis là. Ouais. Je suppose que les mêmes révélations que tu fais à ton cousin, tu les fais aussi à ta maman quand tu l'as au téléphone. Quand j'ai dit à ma mère, elle s'est écroulée. La pauvre. Elle m'a dit, tu m'as foutu dans la merde. Tu m'as trahi. Qu'est-ce que tu m'as fait? Je t'ai dit que je cherchais de l'argent pour toi, pour que tu voyages. Mais qu'est-ce que tu m'as fait? Des choses comme ça, des tas de choses. Et moi, je lui ai dit, ben, tu ne pouvais pas me trouver 500 000 pour que je commence le truc là. Et il fallait que j'attende 10 ans, un truc du genre. C'est fait, c'est fait. Tu t'embrouilles avec elle, mais elle m'a dit, ben, comme tu es là-bas, sois sage. Parce que, bon. Et elle était plus rassurée parce qu'elle n'en revenait pas. Parce que quand son frère l'a appelé, elle ne pensait pas. Elle disait, mais vous êtes en train de me blaguer. C'est incroyable comme histoire. Elle dit, mais toi, même à moi, tu me caches des choses comme ça et tout. Et moi, je lui ai dit, si je te disais ce que j'avais fait pour voyager, tu m'aurais jamais laissé partir. C'est clair. Là, tu n'aurais jamais accepté que je bouge parce que je te connais. Toi, tu es dans ta croyance, tu es dans tes trucs et tout. Mais moi, bon, c'est arrivé, j'ai fait. Et bon, maintenant, c'est le bon Dieu. Après, on a appelé les oncles, les grands-oncles et tout pour dire, j'ai expliqué aussi pareil. Parmi toutes les personnes à qui tu as parlé, tu as mentionné ta mère, tu as mentionné ton cousin, mais tu n'as pas parlé directement à celle que je considère comme la première concernée, d'abord parce que tu vivais chez elle et que tu étais sous sa responsabilité, et ensuite parce que c'est à elle que tu as pris les sous pour pouvoir partir. Je parle là de ta tante. Non, mais moi, je lui ai pas parlé parce que quand j'ai appelé son fils, il a appelé tout de suite pour lui dire que ben voilà, il est là. T'inquiète pas, faut pas chercher l'argent au truc et tout et tout. Il a pris l'argent à la maison, il est venu. Il lui a dit comme ça. Et elle s'est écroulée. Il va me tuer cet enfant. Il m'a piqué de l'argent. Je vais me suicider, des tas de choses et tout. Après ta confession, ta famille est plus calme, plus apaisée, parce qu'on sait que tu es en sécurité et on sait où tu es. Le bon samaritain Chomé t'emmène chez lui et après, qu'est-ce qui se passe après tout ça? Chomé, il m'emmène chez lui. C'était à Asnières, c'est sur Seine. On est parti à Asnières, un grand appartement de luxe, quoi. J'imagine que tu étais content d'être là. Je disais, ben là, je suis à Paris maintenant. C'est pas là, je suis à Paris. Et quand on est arrivé, ben avant qu'on arrive déjà, parce qu'on était comment ça s'appelle, à la gare de l'Est, et il y avait le boulevard là. Donc il m'a amené du côté du château d'eau, comment ça s'appelle, à la rue Mêlée. Oui, la rue Mêlée, la rue des sapeurs. Parti parce que comme je faisais des choses grandes. Et quand je suis arrivé, il m'a dit, ce sont tes affaires là? Je dis ouais. Il a ouvert mon trolley
Il dit, mais il n'y a rien là-dedans. J'avais mis mon costume que j'avais porté, mes 2 chemises à l'intérieur, et l'autre costume, j'avais laissé à la maison là-bas, au cas où, tu vois. Et il me regarde, il dit, déjà, il était fier comment je t'ai habillé, il était tellement content parce que lui, il était toujours en classe. Tiré sur 4 épingles. Ouais. Il m'a ramené dans tous ses complices de business et tout. Ça, c'est mon petit frère, ça, c'est mon fils. Ouais, comment on se met chez nous, on est toujours propre. Il m'a ramené un peu partout. J'ai eu à voir les grands hommes comme les JPS. Oui, Jean-Pierre Sarr, c'est avec lui qu'il traînait, il était assis avec lui. Il y avait beaucoup de grands, les Claude Le Parisien, tous les fémans, les gros noms des affaires. De la Fémania. Tous les gros noms, ouais. Donc, il m'a emmené à la rue Mélé et il m'a confié à un monsieur là-bas. Il m'a dit, t'as vu comment il est habillé? Tu lui trouves 2 costumes, tu lui trouves deux paires de chaussures hommes, classe et tout, quoi. C'était les perforés à l'époque. Stanford, Church, tout ça. Donc, il m'a sorti une Stanford, truc vite fait. Il m'a pris 5 chemises, il m'a sorti 2 costards. Voilà. Il a refait ta garde-robe, quoi. Ouais, moi, j'étais pas content. Je disais, mais moi, j'ai pas besoin de ça. Tu avais besoin de quoi? J'avais besoin des baskets. Moi, j'étais basketteur à l'époque. Ouais, mais comme c'était l'hiver aussi, donc il m'a sorti en 3/4. En 3/4, parce que j'étais à la gare de l'Est, j'avais juste ma veste et j'avais un pull-over que j'avais ramené du Cameroun. Ils étaient pas assez chauds, quoi. Ouais, c'était pas assez chaud. Bon, mais malgré tout cet accueil, malgré tout ce luxe, malgré le fait que Tchomé fait de son mieux pour te mettre en sécurité, te mettre à l'aise, il y a quand même un aspect qui m'interpelle. Parce que en Europe et d'ailleurs partout dans le monde, ça marche un peu comme ça. Toutes ces personnes qui t'entourent ont leur occupation. Même si ce que Tchomé fait n'est pas forcément légal, il n'en demeure pas moins qu'il travaille, il n'en demeure pas moins que sa femme travaille, et il n'en demeure pas moins que toi, tu as quitté le Cameroun pour un avenir meilleur. Donc tu dois quand même te demander qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je peux faire, etc. Quelles sont les options pour toi? À l'époque, il avait sa femme. Sa femme, elle était réalisatrice à France 2. Bon, comme il savait que j'étais jeune et tout, il y avait un premier problème qui se posait parce que je suis arrivé en France, j'avais pas mon passeport à moi. Donc, il fallait tout faire. Et mon cousin, à l'époque, ils avaient un truc, il savait comment est-ce qu'il pouvait m'insérer. Lui, il était à Lyon. Il vivait à Lyon à l'époque. Il devait m'insérer dans un truc de jeune et tout. C'était prévu comme ça. Mais la période où je suis arrivé, il était en Allemagne. Il m'a dit quand il rentre et tout, bah, il y a eu un petit problème entre lui et moi parce que après, 2 jours après, sa mère, elle a fait un semblant de crise de heart attack, quoi. De qui tu parles là? Ton cousin, le fils de ta tante? Du fils de ma tante, quoi. Celle à qui tu as volé les 2 millions? Oui. J'ai frappé, j'ai pas volé. On ne vole pas entre liens, c'est juste une parenthèse. C'est un emprunt. C'était un emprunt. Donc, le fils de ta tante, ton cousin, devait t'insérer dans ce centre de jeunes, mais suite à cet incident ce semblant de crise cardiaque, enfin ce problème de cœur, c'est un plan qui n'est plus possible parce qu'il t'en veut en fait pour ce que tu as fait à sa mère finalement. Elle n'a pas de problème du tout, elle simile des choses, tu vois. Ah, ok, d'accord. Tu vois, elle simile des choses, comme quoi c'est machin, truc et tout et tout. Toi, tu connais les mamans quand elles veulent faire le cinéma, mais elle n'était pas contente. J'imagine bien. C'était un autre signe qui m'avait fait comprendre que, bah, en fait, pour moi, c'était nettoyer ses toilettes, quoi, tu vois. En réalité, tu estimes qu'elle ne t'aurait jamais aidé correctement, comme tu l'as si bien dit en début d'émission. Ma mère en a souffert. Ma mère en a souffert des injures, des grossièretés. C'était pas... je pouvais m'attendre à tout, mais pas à ça, tu vois un peu. L'acte que tu as posé aura coûté à ta mère sa relation avec sa grande sœur, si je comprends bien. Grand impact, et tu vois, donc jusqu'aujourd'hui, hein. Jusqu'aujourd'hui, les liens familiaux sont distendus entre toi, ta tante, ta mère, le fils de ta tante. Il ne semble pas que la relation s'apaisera dans un futur proche. Jusqu'aujourd'hui, on se parle peu, hein. Donc, c'est triste. Ça m'a fait tellement mal parce que
Moi, c'est un truc qui m'a débouché. Ça m'a complètement cassé le moral sur plein de choses. J'imagine. Il s'est embrouillé même avec mon feu cousin, Tchomé, Chomé. Ouais. Il s'est embrouillé. Chomé lui avait dit, parce que Chomé, il voyait comment j'étais brisé. Il a dit, écoute-moi très bien. Il m'a dit comme ça, ils sont pas Dieu. Ils sont pas Dieu parce que il y a personne qui vient en France avec des papiers. Chacun vient avec ses chances. Il peut croire qu'il est en train de te faire des couilles comme ça, mais demain, c'est peut-être toi qui vas le sortir de la merde. Et il n'avait pas tort, tu vois. Bon, la vie a voulu que les choses se passent autrement, tu vois. donc à partir du moment où tu prends conscience qu'il n'y aura pas de centre de jeunes pour toi, qui te permettrait éventuellement de régulariser ta situation, quelle est l'alternative? Concrètement, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu comptes faire? Pour Tchomé maintenant, c'était bon, voilà, il fallait que j'ai des papiers. À l'époque, il y avait des possibilités de pouvoir. Ils avaient un réseau aux Pays-Bas. D'accord. Donc, mais ce qui se passe, c'est quoi? Je suis chez Tchomé. J'ai mon cousin qui embête la femme de Tchomé tout le temps en racontant des histoires qui n'ont pas à dormir debout, tu vois. Le fils de ta tante Le fils de ma tante, ouais, et ça crée une embrouille terrible entre lui et son épouse. ouais, Ah, entre lui et Tchomé. ça lui crée une embrouille terrible parce il a dit, il est chez moi. Moi, on m'a traité de voleur, on m'a traité de tout genre. Mais moi, je vis ma vie et ça continue. Et comme il est là, comme vous le mettez dans le même panier que moi, je vais m'en occuper de lui et puis voilà. C'était ça. Mais bon, Dieu a voulu que ça se passe autrement parce que, Donc pas de Pays-Bas, c'est ça la conclusion. ouais, je vais pas aux Pays-Bas parce que je suis chez Tchomé. Entre-temps, il a prévu aller au Cameroun. Avant qu'il n'arrive au Cameroun, il appelle sa maman décède au Cameroun. Et à son âme. Oui, avant qu'il n'arrive, tu vois. Tellement ému que, bon, l'émotion l'a tué, quoi. Parce que ça faisait longtemps, elle n'avait pas vu son fils chéri. Donc, elle est partie. Et quand il est parti pour l'enterrer, et il avait aussi... il faisait la promotion de certains artistes, là. Il avait produit certains artistes camerounais. Et il partait, c'était pour 2 mois. Parce qu'on était au mois de... Quand moi, je suis arrivé en octobre, en mi-octobre, le 16 octobre, et il est parti au Cameroun en décembre. Je pense que c'était le 6 décembre, un truc du genre, comme ça, de cette année-là. Et voilà. Et quand il est parti, parce que bon, il y a eu d'abord le deuil de sa maman, il fallait faire les funérailles et tout. Après, il y a eu ces trucs d'artiste. Il partait normalement pour 3 mois. Il a mis plus longtemps que prévu. Et lui-même, il a trouvé la mort aussi là-bas. Tchomé meurt pendant son séjour au Cameroun. Il est mort pendant son séjour là-bas. Quelle histoire tragique. Et c'est là où... Mais avant qu'il ne meure, avant qu'il ne décède, qu'est-ce qui se passe? C'est parce qu'il est au Cameroun. Et après, mon cousin, il arrête toujours pas d'embêter son épouse. Et elle était enceinte. Et moi, bon, il y a des trucs qui sont passés. Parce que quand il part de la France, ils ont acheté un appartement à Villeneuve-la-Garenne. On venait de construire des immeubles là-bas. Et ils avaient acheté un truc là-bas. C'est moi j'avais l'argent en main pour faire les courses. Sa femme était enceinte et il fallait que je sois là et tout. Il fallait que tu assistes son épouse, qui était enceinte. Et il y avait aussi le frère de sa femme qui était là aussi. Lui, c'était, c'est des enfants de riches, ils ne voyaient pas les choses comme nous, quoi. J'imagine. C'était que non, tu ne peux pas garder un voyou comme ça dans la maison, il peut nous tuer ici. Donc, elle avait tout genre de pression de tous les côtés. Moi, je sentais cela et tellement on lui mettait la pression, un jour, elle m'appelle, elle me dit est-ce que l'argent qu'on a donné pour les trucs là, l'argent que tu gérais là, est-ce que tu peux venir et puis on essaye de faire les comptes? Je dis ben ouais, mais bon, je n'étais pas con parce que moi j'avais déjà la gestion des choses, je le faisais déjà au Cameroun pour ma tante. Que bon, à tout moment on peut te demander des comptes, toi des trucs comme ça, tu vois un peu. Donc moi je gardais tout parce que je savais ce qui se passait. Et j'avais comme un pressentiment qu'un truc comme ça pouvait arriver. Quand elle m'a demandé, je lui ai sorti tout et on a calculé. Je lui ai dit, ben, tu peux calculer et tout. Elle me dit, non, assieds-toi là.
Je veux même pas. Et puis, elle m'a sorti, elle m'a dit, je veux même pas qu'il y ait un centime qui manque. J'ai souri. Donc, on a fait tous les totaux. Et voilà, je lui ai montré, elle est restée, elle m'a regardé. Elle me dit, mais pourquoi on dit tu es un bandit? Tu as tout l'argent là. Tu pouvais même mettre dehors, tu te fais plaisir en genre. Mais même 5 francs, tu n'as pas pris. Mais elle pensait comme ça, son frère, lui, pensait comme ça parce qu'il se disait que, bon, parce que je sortais, j'étais quelqu'un, j'aimais bien les petits trucs, quoi, des petits... je ramenais des baguettes, je faisais des courses à la maison, tu vois. Je vois. Et il se disait que c'est cet argent que j'utilisais peut-être pour masquer. Non, mais mon frère, en partant, mais en partant, il m'avait donné aussi un peu d'argent parce qu'on ne sait jamais, tu comprends? Donc, voilà, et moi, je gérais comme ça, je gérais tranquille comme ça, jusqu'au jour où je me demande, mais comment tu fais pour avoir de l'argent et tout? Je dis, ben écoute, moi, je vais pas te mentir, mon frère en partant, il m'a donné un petit peu d'argent. C'est avec ça que, il me dit, c'est avec ça que tu fais des courses à la maison? Je lui dis, ouais. Elle me dit, et elle appelle son frère, lui dit, mais tu me dis, ce gars, il est comme ça, il est comme ça. Moi, je te donne de l'argent tous les jours ici. Tu n'es jamais rentré même avec une baguette pour dire que, tu vois. Et moi, j'ai dit, j'en avais déjà, comme on dit, ça me gonflait. Je me sentais tellement mal à l'aise que pour moi, j'avais simplement envie de partir, tu vois. Partir n'importe où et faire des trucs. Et c'est là où les vraies choses commencent. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? Tu lui dis que tu pars? Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai rencontré des amis, Bushman, Stéphane, j'ai retrouvé certains amis à moi. Donc, on se retrouve dans les secteurs, les gars, on parle d'habitude et tout. Mais bon, quand je vois qu'il y a cette tension à la maison, moi, ça me met mal. Alors, j'appelle Chomé au Cameroun. Ça, c'est avant qu'il décède. Oui, ça, c'est avant qu'il décède. Je crois que c'était au mois de janvier. Et sa femme devait accoucher, c'était pas certain. Elle disait que c'était février, mais bon, moi, je lui disais, l'enfant va naître en mai. Tu vois, Et l'enfant, il est né en avril. Son enfant était né en avril. Mais moi, qu'est-ce qui s'est passé en ce moment-là? Moi, j'ai juste... j'ai appelé mon frère, je lui ai dit, bah, écoute, c'est invivable à la maison. J'étais honnête avec lui, je lui ai dit, bah, écoute, moi, ce serait peut-être mieux que je parte d'abord un peu, tu vois. Et puis quand tu rentres, on va se gérer tout. Mais là, j'en peux plus. Il me dit, c'est quoi? Je lui explique tout ce qui se passe et tout. Mais j'avais les larmes aux yeux. À l'époque, j'étais très timide aussi. J'étais nostalgique. Et avec ce qui se passait au Cameroun aussi, parce que ma mère en bavait. Elle était en train elle subissait des choses. Elle payait ton acte. Voilà, elle payait tout cela. Donc tout ça, j'étais tellement mal. J'étais mal, tu vois. Donc pour moi, c'était, bon voilà, il n'y a pas l'option de rentrer dans un truc de formation. Autant mieux chercher à me battre comme tout le monde, tu vois. Donc tu informes également Chomé que tu pars, que tu as l'intention de quitter sa maison. Il est très furieux. Très énervé, mais je parviens à le convaincre et tout. Au point, il est furieux où, quand je lui parle comme ça, quand je rentre, sa femme, elle me dit, mais moi je comprends pas, depuis que tu es là, je sais pas ce qui se passe. Je lui dis non, c'est forcément les hormones, tu sais, tu es enceinte et tout. Elle me dit, mais Claude m'a dit que tu veux partir, maintenant tu t'en vas. Je lui dis, bah écoute Laura, moi j'ai pas envie que tu accouches d'un prématuré ici, tu vois, et puis demain après-demain qu'on dise que voilà, c'était de ma faute, que le maudit que je suis et tout, tu vois, que ça vienne là. Elle me dit, mais tu vas aller où? Je lui dis, le ciel c'est une grande voiture, t'inquiète, j'ai un téléphone, j'ai ton numéro, je vais te donner de mes nouvelles. Mais pour l'instant, ce serait peut-être mieux que je sois un peu écarté. Et comme ça, quand Claude reviendra, peut-être. Mais bon, moi, je vais préférer me lancer dans la nature et me battre, quoi. Ou je vais encaisser tout et tout et tout. Elle s'est fâchée. Elle n'était pas contente. Elle me disait, mais machin truc. J'ai dit, ben, t'inquiète pas du côté du Claude parce que je lui ai fait comprendre que, ouais, en fait, ça ira. Ça ira très bien, quoi. Mais ça, c'est pour être bref. Donc après, maintenant, toutes les vraies galères ont commencé. C'est les galères. Qu'est-ce qui se passe pour toi après le départ de chez Chomé et où est-ce que tu vas? Ben, après, je me retrouve
dans un immeuble qui était s'était mis en démolition. J'ai pu rentrer parce que comment je suis que l'immeuble était en démolition? J'ai un ami qui vivait dans cet immeuble, on les avait tous sortis de l'immeuble. Les propriétaires avaient tous, parce qu'il fallait démolir l'immeuble. Et moi, j'avais repéré cela. Et comme j'avais aussi le double de ces clés-là, ben, quand tout le monde est parti de l'immeuble, ben, moi, j'ai trouvé refuge là-dedans. Tes amis savaient que tu as trouvé refuge dans cet immeuble? Ouais, mais bon, ils n'avaient pas d'eau, pas d'électricité. Et voilà. Ah, ça, par contre, tu me l'avais pas dit, hein. Tu me l'as jamais dit, et même moi, je savais pas. Tu es resté combien de temps dans cet immeuble en démolition? Je suis resté là-dedans 6 semaines. Ah oui, c'est beaucoup quand même. Comment tu faisais pour te laver, te brosser les dents, ton hygiène quotidienne, te nourrir? Comment tu faisais tout ça? C'est là où je me lavais que les aisselles, les pieds, voilà. Et puis Les parties intimes, en fait. des bouteilles d'eau minérale, tu vois. J'avais de l'eau pour me chauffer. Tu te rends compte, là j'en parle, j'ai des larmes aux yeux, là, je vais pas te mentir. C'est émotionnel, tu vois. Et j'ai vécu comme un rat, hein, faut dire les choses. Tu mangeais comment? Avec la sardine et des cakes. Ah là 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 là. Les sardines et des cakes ou des baguettes et tout ça. En plein hiver en plus. Et parfois j'avais de la chance d'être peut-être chez un ami, et puis voilà, on va manger, tu vois. Mais bon. À la fin des 6 semaines, tu vas où? À la fin de 6 semaines, et je pars là parce que j'ai un ami, Stéphane. Stéphane, c'était pas un ami à la base, c'était un challenger, je vais dire comme ça. Parce que quand on se retrouvait sur le playground de basket, c'était mon adversaire à tous les niveaux. D'accord. Donc tu joues au basket et c'est comme ça que tu rencontres ce Stéphane en question. Ouais. Mais c'est depuis le Cameroun qu'on se connaissait. On se détestait juste au sport, au niveau sport et tout. Il y avait une sorte de rivalité entre nous. J'imagine. Et Stéphane, comment expliquer cela? Stéphane, c'est la vie fait des choses. C'est un cousin lointain de mon côté paternel. Je ne savais pas, j'ai jamais su cela. À l'époque, je pensais que c'était ton pote quand tu en parlais. Ouais. C'est après, tu vois, qu'on se soit même perdu de vue, que j'ai su que c'était mon cousin éloigné. Ouais. Comment Stéphane t'aide? Alors, à la Courneuve, parce que comme j'étais à l'immeuble en démolition, c'était entre Villeneuve-la-Garenne et Saint-Denis. Il y a le cours d'eau et il y a le pont Clésip. C'était juste là. Donc, je n'étais pas loin de ma famille, de chez Tchomé. Donc, j'étais là parce que il y avait ce côté-là. Donc, je savais que bon, quand il faisait trop froid, parfois je rentrais dans l'immeuble où Tchomé habitait. Personne ne savait parce que j'avais les codes. Tu vois. Oui, ça se comprend puisque tu as vécu là. Et j'allais au basement me réchauffer, quoi. Ah ouais. Ouais, j'ai fait ça aussi. Donc voilà, c'était comme ça. Et puis tous les dimanches, on jouait à la Courneuve au football. On jouait à la Courneuve. Et moi, ça faisait des semaines, je jouais pas parce que après il fallait se laver. Donc c'était compliqué, hein. Un peu compliqué. Donc moi, j'étais aux gants de toilette froides là, tout. Et puis voilà. Donc je suis à la Courneuve. Mon ami qui vivait dans l'immeuble où je squattais. L'immeuble abandonné. Ouais. C'est lui parce il était connecté aussi à Steph. D'accord. Voilà, c'est lui qui souffle à Steph que le gars il est dans les draps, c'est pas bon et tout. Je sais pas si tu peux lui passer tes docs et tout. C'est lui qui exprime à Steph ma situation. Alors, on est à la Courneuve et Steph, il me regarde, il me dit, écoute, il faut qu'on parle. Je dis, mais de quoi? Vas-y, il faut le temps, j'ai pas le temps et tout, tu vois. Je suis là, il passe à côté de moi, il me dit, putain, tu schlingues, oh my God. Il me le disait, moi, je savais pas pourquoi il me le disait, parce que bon, personne ne m'avait jamais fait cette remarque-là, tu vois. Je savais pas. Je crois que je puais. Ça te fait rire. Mais comme lui, il parlait et comme je savais qu'il avait une sale gueule, donc... Il t'a dit tu pues, quoi. Il me dit tu pues. Je dis ok, il n'y a pas de problème. Alors, mais il me dit, ce dimanche-là, il me dit, avant que tu n'ailles, il faut qu'on se voie, il faut qu'on parle. Je dis, mais toi et moi, on n'a rien à se dire, on ne se connaît pas avec tes bêtises-là et tout. Donc moi, avant que le football ne finisse, moi je suis parti, j'ai commencé à marcher pour aller prendre le tram qui devait me ramener sur Saint-Denis. Donc je suis en train de marcher
Et il a fini le match tôt, comme à l'époque, il avait une vieille 205 là. Donc, il m'a suivi avec la voiture. Et il me dit, monte. Je dis, mais je monte, je vais vas-y, avance, moi je vais prendre mon tram et tout. Il me dit, et là, il baisse la vitre, il me dit, on m'a tout dit, je sais. Vas-y, monte. On essaie de voir comment est-ce qu'on peut sortir de là. Je dis, mais arrête. Il me dit, gars, même à mon pire ennemi, ce que tu vis là, moi j'ai vécu cela. Il y a des règles, bon. Au moins tu peux utiliser mes ways, puis voilà, on peut voir comment est-ce que les choses avancent. Quand tu parles de ways, tu veux dire qu'il te propose ses papiers pour travailler, c'est bien ça? Ouais, je suis monté et mon ventre a fait un bruit de famine. Moi, je courais à la maison manger mon cake avec la sardine et le lait, tu vois, pour voir. Donc, je suis allé, je suis monté. Quand mon ventre il a fait sourire, il me dit, gars, tu as faim? Je dis, ouais. Et tu n'as pas mangé depuis? Je dis, gars, ça va, j'ai mangé, mais bon, c'est pas. Il me dit, il faut me dire, faut pas me cacher des choses. Dis-moi les choses telles qu'elles sont. Donc, on monte, et puis voilà, il me dit, comme ça, il m'amène dans le secteur où on mangeait les beignets et le haricot, là. On est parti, j'ai mangé. Après, il m'a dit, bah, pour les trucs, c'est bon. Prends ça, donc, on va se retrouver à tel endroit lundi, et puis voilà, je vais te déposer. Et puis, donc, quand il m'a amené, il ne savait pas que je dormais dans le truc, quoi. Il se disait que bon, je tournais, je squattais quelque part, mais. Donc, quand je suis arrivé là-bas, il me dit, gars, moi, je ne peux pas te laisser rentrer là-dedans comme ça. Je dis, ouais, je vis là. Il me dit, attends un peu, on est monté, il a vu, il me dit, il s'est mis à pleurer. Il me dit, je vais appeler ta mère tout de suite parce que sa mère et ma mère faisaient une réunion ensemble, tu vois. Ah, ok. Au Cameroun et en Afrique en général, ce qu'on appelle les réunions, ce sont des tontines en fait, à travers lesquelles les participants cotisent de l'argent. Je dis quoi? Il me dit, je dis, si tu tentes ça, je te jure, je ne te parle plus jamais dans ma vie. Si tu dis un mot de quoi que ce soit qui se passe dans ma vie, je te jure, moi, je te bute. Il m'a regardé droit dans les yeux. Il tremblait. Il était, toi, tu le connais. Il est costaud, mais il a son côté, comment dire. Lui, il avait les larmes aux yeux. Il tremblait. Il me dit, non, tu peux pas. Il a pris son téléphone. Il a appelé sa femme de l'époque. Et voilà. Et elle a dit, on peut le prendre même pour 2 semaines, le temps que voilà, on essaie de voir comment est-ce qu'on peut trouver une chambre pour lui. Et voilà, c'est comme ça. Donc, je suis parti. Quand je suis parti avec lui, je suis arrivé chez lui. Bah, c'est des trucs. On vivait dans une pièce de 25 mètres carrés. Je regrettais parfois mon bon cœur parce que moi, j'étais seul là-dedans, tu vois. Vous étiez combien dans une pièce, excuse-moi, 6? Ben ouais, on était 6. Alors, lui, sa femme, toi et qui d'autre? Lui, sa femme, la petite sœur à sa femme, ses 2 enfants. Ah oui. Tu vois, ça fait 6. Ah oui. Je me retrouvais en train de dormir au sol, à côté de la porte des toilettes. Mais j'étais au chaud, mais le fait que c'était tellement généreux parce que moi, j'ai apprécié cela, tu vois, parce que c'est pas tout le monde caucasien qui accepte que partager leur intimité comme ça, là. Tu comprends un peu ce que je veux dire? J'imagine bien. Ouais. Combien de temps tu passes chez eux, chez Stéphane et sa femme? J'ai fait 4 semaines chez eux. Donc tu as 4 semaines de logement et des papiers pour bosser. Il m'a prêté ses papiers pour travailler. Et quand je suis arrivé, on était un dimanche. Le mardi, j'ai trouvé du boulot. Dans quoi? Leader Price. Ah, je savais pas, je découvre. Enfin, le mardi, j'ai trouvé le boulot à Leader Price. C'était pour ranger les étagères, là, tu vois. Dans les rayons, quoi. Voilà, à rayon, quoi. Le vendredi, j'ai eu une interview à Disneyland. Ah, ok. C'est comme ça que tu arrives à intégrer Disneyland. Je comprends mieux. Voilà, c'est comme ça que je bosse à Disney. Et pour ton logement, où est-ce que tu vas après les 4 semaines? Mais après ça, j'ai pris une chambre en colocation à Neuilly-Plaisance. Ok, je vois. Donc tu vas en colocation et tu bosses à Disney. Je travaille à Disney. Avec les papiers de Stéphane. Ouais, la vie est belle. La vie est belle, là. Ouais, un bon ressenti bon, tu vois. Est-ce que la relation familiale s'apaise à partir de ce moment-là? Est-ce que tu tentes de renouer le contact avec ta tante et est-ce que tu essayes de la rembourser? Oui, j'essaye quand même de le faire, mais bon,
Moi, j'ai fait, pendant cette période-là, j'ai parlé à ma tante, hein. J'ai repris le contact avec ma tante en 2007. Donc, ça faisait combien d'années? 7 ans? Ouais, 7 ans, ouais. Tu bosses et t'es en colocation, quoi. Ouais. Je fais des bonnes rencontres. La vie est belle. Bon, c'est de là, les choses changent, les choses changent. Génial, tu fais des bonnes rencontres, tout semble bien se passer, mais qu'en est-il finalement de tes papiers, de tes procédures et comment tu comptes t'organiser pour récupérer ta véritable identité? Moi, j'avais des amis qui m'ont amené j'avais une bonne amie à moi qui m'avait amené qui m'avait présenté à sa mère. Bah, elle devait trouver une solution par rapport à cela, mais bon, le temps aussi ne permettait pas parce que bon, il y avait eu plein de choses. Il y a eu des hauts et des bas par rapport à plein de choses. Et puis, comment dire, pour mes papiers à moi, moi, je veux être franc. J'aurais pu aller à Caen comme tout le monde, comme tous les gars de ma génération faisaient, pour aller se marier, mais je pensais que j'étais trop jeune pour me marier. Ou pour avoir. Tu voulais un mariage d'amour en réalité. Je voulais pas faire de mariage, ouais, je voulais faire un mariage d'amour. Parce que moi, j'avais vécu des scènes, j'ai vu des gars déchirer des papiers, déchirer leur carte de séjour après de 1 an. Mais c'était déchiré, ils avaient encore le récépissé à main, tu vois. C'est vrai que ce genre de mariage est très difficile à supporter sur le long terme. Ouais. Donc, il y avait tout ça qui se passait après. Et puis après, tu as aussi, tu sais, dans la vie, moi, je dis toujours, c'est chacun a sa route, chacun a son destin, hein. C'est pas forcément parce que tel va comme ça que toi, tu dois aller comme ça aussi. Bien sûr, bien sûr. Donc, du coup, parce que moi, j'avais développé plein de trucs dehors. J'ai rencontré des gens, j'avais des trucs. Après, moi, je me suis fait faire simplement, en vrai, en France, ça se dit, tu vois un peu. Tu t'es fait faire un vrai faux passeport français avec un réseau en France. Vrai faux passeport, je me suis fait avec un réseau, toujours. Oh là 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 là. Donc, tu as ton vrai faux passeport, tu vis ta vie, les choses suivent leur cours, quoi. Faux passeport, je peux voyager, je peux travailler. Ah oui, donc tu as ton numéro de sécurité sociale et tout le tralala. Numéro de sécurité sociale et tout. La galère est moindre, mais tu ne peux toujours pas rentrer au pays voir ta mère, par exemple. Tu peux pas voyager comme quelqu'un qui aurait son identité, enfin son véritable vrai passeport français. Tu peux pas aller voir ta mère au pays, par exemple. Je voulais pas prendre ce risque-là. C'est risqué, hein? Beaucoup allaient comme ça, mais moi, je voulais pas prendre ce risque-là parce que après le 11 septembre. Oui, c'est devenu compliqué. C'était devenu tellement compliqué avec les sécurités et tout. Donc, ouais. Moi, je voulais pas prendre ce risque-là. Et qu'est-ce que tu fais donc? Je traverse. De l'autre côté de la Manche pour les UK, pour l'Angleterre. En Angleterre. Je traverse en Angleterre. Têtu que je suis, je traverse. J'arrive en Angleterre et la vie, c'est complètement différent. C'est un autre monde. C'est des mentalités autres. C'est une façon. Une autre langue aussi. C'est une nouvelle langue. Mais bon, la langue, je l'avais déjà un peu parce qu'à Disneyland. Et c'est vrai, tu bossais à Disney. Ouais, et puis j'avais pris quelques cours à l'université de Disney, là. Ok, je vois, tu avais besoin de communiquer avec tous les touristes, etc. Ouais, je prenais 2 heures de cours par jour avant de travailler. Et voilà. Parce que comme j'avais des clients en anglais, il fallait automatiquement communiquer en anglais aussi. Comment ça se passe? Super bien. UK, quand j'arrive au UK, je me rappelle, à l'époque, j'étais parti de Neuilly-Plaisance. Avant de partir sur les UK, j'étais à Guimauquet, où je payais 21 mètres carrés pour 900 €. Ouais. Donc, quand j'arrive en Angleterre, et on dit, tu as droit à un pavillon à 400. On a dit, c'était 300, c'était 75 livres la semaine. Oui, en Angleterre, c'est à la semaine. Ça fait combien en euros au mois? Ça fait un truc comme 300 et quelques pounds. Au mois, ça faisait 300 livres, qui à l'époque était... 300 livres, ça faisait combien? 450 €? Ouais, 450, 500 €. Ouais, par là. Et c'est dans quelle ville, ça? Manchester.
Et donc, tu quittes Neuilly-Plaisance, tu quittes Guy Môquet dans un espace réduit qui coûte cher, tu te retrouves au UK dans une maison qui coûte 450-500 euros le mois, et je suppose que tu bosses en tant que vrai faux français, puisque tu as ton vrai faux passeport. Ben voilà. Comment dire, j'ai 2 jobs parce que je bosse 12 heures en France et je gagnais même pas 1600 euros pour 12 heures. Ouais. Et quand j'arrive en Angleterre, non seulement on me paye à la semaine, et quand je fais les cocos en travaillant 12 heures, je suis dans 2 boîtes différentes, je gagnais 3 fois ce que je gagnais en France. 1600 euros multiplié par 3 en fait. Ouais. Ah oui, la vie est belle là. Ouais, je gagnais 3 fois ce que j'ai gagné. Moi, parce que moi, j'avais 2 jobs. J'avais un job où je faisais 4 heures. Celui-là, c'était le job du bar. Et la semaine, je me faisais 420 par là. Mais bon, il y avait les pourboires aussi. Mais tu as toujours pas de vrai papier à ce moment-là quand même. Toujours pas de vrai papier. Ça te pose un problème. À l'époque aussi, quand j'arrive ici, c'était parce que nos vrais faux, on pouvait les transformer ici. Je fais une bêtise, pourquoi? Parce que j'avais mon compte en France et d'habitude je retournais en France, mais je passais par Beauvais. Mais là, je fais une bêtise, je passe par Roissy-Charles de Gaulle. Oh mince. Et là, je me fais coincer. Là. Mais tu sais que tu m'as jamais dit ça, je découvre tout ça. Mais pourtant, tu l'as dit toi-même que c'est important de voyager à travers les petits aéroports, etc. Et tu as dit toi-même que c'était pas recommandé de voyager avec ces papiers-là parce que tu risquais de te faire pincer. Alors pourquoi tu prends ce risque? Pourquoi tu fais cette erreur? Non, Roissy, c'était pas. Le problème, c'était pas ça. Le problème, c'est rentrer en Europe qui était un problème. Mais entre des pays européens, ça passait. C'était cool, mais pourquoi tu te fais prendre alors? Je me suis fait choper parce qu'en fait, il fallait passer par des petits aéroports. Elle va passer par des grands aéroports, c'est tout. Alors, qu'est-ce qui t'arrive à ce moment-là? Qu'est-ce que tu fais? Tu peux rien. C'est le destin. Tu peux pas éviter ce qui va arriver. Ça, c'est clair. Tu comprends? Qu'est-ce qu'ils te font? Je me fais choper et on récupère le document. L'État français m'accuse pour faux usage de faux, un gros truc. Quoi. Ce sont des charges lourdes. C'est faux, usage de faux sur des documents qui sont émis par l'État. Je suis fiché, mais je ne sais pas. Parce que le réseau dans lequel les trucs s'étaient passés... Ils se sont fait prendre. Tout premier passeport bio. Alors, ceux qui avaient le réseau, c'est moi qu'ils avaient donné. Alors que moi, je connaissais rien. Moi, j'étais simplement le gars qui a acheté son truc, qui faisait son truc, tu vois un peu. Donc, ils ont tout balancé sur toi pour réduire leur peine. Ils ont posé tout sur moi. Et moi, je savais pas. Ils ont posé tout sur moi parce que moi, j'étais en Angleterre, tu vois. Et ils se disaient, bon, lui, il est parti, il ne reviendra pas, donc voilà. Mais j'étais fiché parce que j'avais une carte de sécurité sociale, j'avais plein de choses et tout. Ils ont dit que ça venait de moi, des choses comme ça. Donc, quand j'arrive à Charles de Gaulle, on me récupère. Ils me gardent pendant... Parce que la garde à vue en France, c'est 48 heures. On ne peut plus te garder. Donc, on me prend, on me met avec des gens qu'on va rapatrier. Hein, pour le truc. Là, ils me demandent d'où tu viens. Mais moi, je suis tranquille parce que sur moi, à cet instant, là, j'ai 8000 livres sur moi. Ça fait combien d'euros? Oui, pas en euros, c'était en livres, c'était en livres sterling. Oui, mais ça fait combien en euros? 12 000 euros. C'est un truc comme 12 000 euros par là. Donc, ouais. Et moi, le gars, il me regarde. J'avais des sous aussi dans mon compte Crédit Agricole qu'ils ont saisi. Ils ont pris tout mon argent là-bas. Ça m'énerve encore jusqu'à aujourd'hui. Ouais, parce que j'avais travaillé cet argent, je ne l'avais pas volé. Tu vois. Donc, ils me prennent, ils me gardent, ils me mettent à nu. Je suis pris comme un brigand, ce grand brigand. Et moi, je suis tout calme. Je suis en cellule. Ils me mettent en cellule à l'aéroport là-bas. Mais ils vont se renseigner parce qu'ils me demandent d'où je viens. Je dis, moi, je viens du Cameroun. Et donc, ils vont se renseigner parce que pour rapatrier quelqu'un, il fallait que son ambassade donne l'accord et tout, tu vois. Donc, ils vont à l'ambassade du Cameroun. Moi, je n'étais pas enregistré là-bas. Moi, je n'avais pas de carte j'avais pas de passeport camerounais. J'avais rien. En effet, tu étais rentré sur le territoire français avec le passeport d'autrui. Donc, ils m'ont gardé, ils m'ont sorti. Après 48 heures, moi, j'ai commencé à frapper les portes de la cellule.
Je leur ai dit, eh ben, écoutez, moi, je ne suis pas en rare. Là, maintenant, vous décidez. Ça faisait 48 heures parce que dans ma tête, j'avais le temps, la pendule en face de moi. Donc, je savais qu'à tel moment comme ça, je vais commencer à nuire. 48 heures et 1 minute, pile poil, j'ai commencé à frapper la porte de la cellule pour dire que, écoutez, moi, je ne peux pas vivre comme ça là. Maintenant, soit vous me rapatriez, soit vous trouvez quelque chose pour moi. Parce que là, moi, j'ai pas l'habitude de vivre comme un chien. Ça fait 2 jours que j'ai pas mangé. Ils me donnaient à manger, mais moi, je mangeais pas parce que c'était dégueulasse, tu vois. Et puis, j'étais loin. Mais en même temps, j'avais quelque chose en moi qui me disait, tremble pas, ne panique pas, il n'y a rien qui va t'arriver, tu vois. Donc, quand ils m'ont sorti maintenant, ils m'ont passé un avocat commis d'office et ils me demandaient, bon, toi, tu dis, tu es en France, machin truc, parce que eux, ils pensaient que moi, c'est-à-dire que j'étais quelqu'un qui est parti de l'Angleterre, qui a peut-être acheté un document et qui est venu, ou bien c'était le trafic. Parce que quand je leur ai expliqué que moi, j'ai rien à voir dans cette affaire, je leur ai fait comprendre que j'ai acheté cela, c'était pour me débrouiller, pour pouvoir, parce que avoir les papiers, c'est un problème. Donc, il me fallait un document pour travailler. Et moi, je l'ai fait pour travailler. Ils m'ont demandé, mais comment est-ce que tu dis que tu travailles et tu sors de l'Angleterre? Je dis, ben ouais. Donc, avec mon compte bancaire, ils avaient vu que j'avais travaillé, qu'il y avait un salaire qui se versait tous les mois, tu vois. Ouais, donc, ça, c'était la preuve que déjà, j'étais en France un peu plus longtemps. Et voilà. Donc, ils m'ont dit, bon, écoute, ils ont appelé le procureur. Et le procureur, il a fait une exception sur moi. Il est jeune. Et voilà. On va lui prendre les documents et on va lui donner comment on dit, un truc, ils m'ont donné un papier qui me donnait, je pense que c'était 1 mois, 6 semaines pour régulariser ma situation en France. Si je me faisais choper dans la rue, c'était mal barré pour moi. Tu as une de ces chances, c'est incroyable. Je t'ai dit, c'était jusqu'au jour d'aujourd'hui, moi je dis je suis un miraculeux de la vie, tu vois. Comment tu retournes en Angleterre? Mais moi j'ai plus envie de vivre en France parce que pour moi c'est la merde. C'est clair, vu la vie que tu menais en France. Je réfléchis que bon voilà, j'ai une copine en Angleterre, mon ex-femme, je veux dire. À l'époque, elle était ta copine. Ouais, à l'époque c'était ma copine. Donc elle est en Angleterre et moi je suis ici. Moi j'ai une maison, j'ai des trucs, j'ai plein de choses, j'ai la vie qui est en train de se passer en Angleterre. Alors je reste en France. Elle avait essayé de me joindre, elle n'avait pas pu m'avoir, donc elle était paniquée. Et par coup de chance, j'avais rencontré un ami de Manchester. C'était un grand frère ami. Il était avocat international. Donc, et je lui ai expliqué la situation. Donc, il m'a dit, c'est rien, je vais parler à ta femme. Et puis, on va voir comment ça, ta copine, et puis on va voir comment ça va se passer. Bah, il lui a parlé, il lui a expliqué, parce que moi, je lui ai fait comprendre que ouais, je me suis fait choper des papiers, parce qu'elle ne savait pas que j'avais pas de papiers. Elle savait que j'étais français, elle n'avait jamais su que... euh, moi, je lui ai sorti un bobard, genre, je lui ai menti. Je lui ai dit, écoute, j'ai passé mes papiers à quelqu'un pour bosser ici avec, tu connais comment les Africains se trouvent et tout. Elle me dit, ouais. Je lui dis, bah écoute, il a commis une merde et voilà, on me reprend les papiers parce que j'avais pas, j'ai sorti un mensonge, tu vois. Elle me dit, t'es sérieux là? Je lui dis, bah, elle me dit, je sais pas ce que tu as fait là-bas, mais fais tout, tu reviens ici. C'est tout parce que Claude m'a dit que tu es dans une situation très grave et tout. Donc, moi, je peux pas venir en France parce que je parle pas français et puis j'aime pas les Français. Elle m'a dit comme ça. Moi, je suis rentré en France, mais moi, avec mon courage de fauve, je suis allé à Barbès. J'ai vu un gars, c'était un Antillais, il avait un peu ma tranche, quoi. Écoute, j'ai besoin de voyager, voilà, tout et tout, j'ai pas de papier, mais bon, si toi, tu as tes papiers, il me dit, il n'y a pas de problème. Tu me donnes 100 euros, je te donne ma pièce d'identité, comme ça. Donc, il m'a passé sa pièce d'identité et j'ai rebooké un billet d'avion pour Birmingham. On a fait Birmingham. Donc, c'est là où je retourne en Angleterre. Et ben après, je vais dire que c'était un truc mal pour une bonne cause à la fin, tu vois. Donc, et c'est là où j'ai pu avoir les papiers. Parce que, bon, avec l'aide de mon ex-femme,
On a encore faire des diets, c'est-à-dire que je me suis fait faire des trucs au Cameroun, des trucs que bon. On a lancé une procédure en Angleterre et on a lancé une procédure en Finlande aussi, parce qu'elle était d'origine finlandaise. Donc, ils m'ont donné des statuts vite fait. Mais bon, pour avoir les papiers européens, il fallait que je réside au moins dans le pays pendant au moins 4 ans. Moi, le choix, il est vite fait. Je vais d'abord reculer pour mieux sauter, quoi. Autant mieux sacrifier tout le temps d'argent ici et puis prendre ça là-bas au lieu d'être là comme ça et puis voilà, ça traîne, ça traîne, ça traîne. Donc je suis parti en Finlande, moi. Donc, c'est comme ça que tu réussis enfin à obtenir tes papiers et à vivre ta vie. Ouais, j'ai eu mes papiers. C'est ça ton histoire en fait. Ouais, c'est ça mon histoire. C'est pas facile de dire les choses, mais moi j'ai pointé, j'ai dû attendre. J'ai eu les papiers quand c'était en 2006. Ça fait 6-7 ans de galère. Ouais, où je retrouvais en fait une identité à moi. Ton identité. Ouais, où je retrouve mon identité. Qu'est-ce que tu tires de cette histoire? Quelles leçons tu peux tirer de cette histoire, de cette aventure qui est la tienne? Quels conseils tu donnerais à des personnes qui seraient tentées de faire la même chose que toi? Non, aujourd'hui les choses sont un peu différentes. Mais ce que je veux dire, les gens aujourd'hui, peut-être ils pensent que c'est facile ou bien. Moi, je dis toujours une chose. Moi, j'ai toujours dit ceci dans la vie. Je ne conseillerais pas à quelqu'un de faire comme moi parce que on n'est pas né sur la même étoile. On n'a pas les mêmes chances sur Terre, tu vois. Mais bon, ce que je veux dire, c'est il faut réfléchir à 2 fois. Déjà que l'Europe, c'est plus comme avant. Et au jour d'aujourd'hui, chacun a ses chances. S'il faut passer par là, peut-être que c'est le destin. Mais bon, je pense pas que tout le monde a cette chance-là. On n'est pas sur un milliard de personnes, je dirais qu'on est peut-être 4-5 comme ça. Parce que moi, j'ai eu mes papiers, et quand mes papiers sont arrivés, je m'attendais même pas. Je savais même pas que je devais avoir des papiers. C'est dans ma connerie que j'ai eu des papiers. Ouais, parce que si j'étais resté, bon voilà, avec mes vrais faux, j'aurais pu avoir les papiers passant par les vrais faux. Parce qu'à l'époque ici, beaucoup de gens ils passaient ces documents que les Anglais, après, bon, et tu restes 4 ans, puis après, tu applies pour la note d'ici, tu vois. Quand tu arrives, tu avais un numéro de sécurité sociale, des trucs comme ça. Et c'était le plan, pour dire vrai, ça c'était mon plan. Qui a été détourné à cause de ta bêtise fatale de Charles de Gaulle Étoile, de l'aéroport CDG. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit j'ai commis une bêtise. Mais même quand je reviens en Angleterre, j'utilise toujours mon nom. Tout passe bien, c'est tranquille. C'est tranquille. Parce que il y a toujours des réseaux. Comme j'avais déjà une carte de sécurité sociale, en Angleterre, j'avais pas besoin je souffrais pas, j'avais mes jobs. Donc je suis rentré, j'ai continué mes trucs tranquille. Hein. Avant de partir en Finlande, j'ai fait encore 1 an. Parce que même quand j'ai eu les papiers, après, comment expliquer ça? C'était difficile pour moi d'insérer ces papiers-là, avoir 2 noms. Et la leçon pour toi-même, en tant qu'individu? Moi, s'il fallait qu'on me donne les choses comme ça, moi, je ne referais pas. La leçon, ce que j'en tire, c'est qui est bénéfique, c'est quoi? C'est que, bon, ma têtutesse m'a payé, hein? Ton entêtement. Ouais. De 2, les choses sont différentes aujourd'hui. Je suis pas, je dirais pas que je suis malheureux, parce qu'au moins, j'ai pu changer ma vie à moi. C'est un peu ça. Parce que je sais pas ce que je serais devenu au Cameroun. Peut-être un de ces grands brigands. Peut-être je serais même mort. Qu'est-ce que j'en sais? Je ne sais pas. Mais bon, je ne conseillerais pas aux autres de faire ça. Pour moi, ce que je retiens, c'est quoi? C'est que mon risque à payer, quoi. Est-ce que je peux te demander quelle est la relation avec ta mère aujourd'hui? Est-ce que ta mère est fière de toi, de ce que tu as réussi à accomplir? Parce que je sais qu'avec ta tante, ça s'est jamais vraiment arrangé, mais qu'en est-il de la relation avec ta maman? Mais je suis son mari. Mais je lui avais dit ça, parce que ma mère, elle m'a rappelé un truc. J'étais en train de conduire avec elle. J'étais en Finlande. Elle était en vacances chez moi. Et on était dans la voiture, j'étais en train de conduire et elle n'arrêtait pas de me regarder. J'ai dit, alors qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que ça te fait de voir que c'est moi qui conduis, tu es assise à côté de moi? Et on est dans un pays qui n'est pas le nôtre. Qu'est-ce que ça te fait? Elle me regarde et elle me dit, je me souviens d'une chose, tu m'as dit, si toi tu fais pas pour moi, personne d'autre ne le fera. Et ça, c'est une fierté pour moi.
Le fait de te voir, je t'ai vu, tu es grand, je t'ai vu bébé, je t'ai vu petit, je t'ai vu rien. Tu es chez toi, tu as ta vie, tu as tes enfants. Donc pour moi, c'est pour elle. Elle peut vivre tout genre de galères parce que c'est pas facile ces jours. Il y a plein de trucs autour, mais elle est fière de moi quelque part. Elle me dit tout le temps, tu peux être fier de toi. Moi, je suis fier de toi. Ceux qui sont pas fiers de toi, c'est leur problème. Mais toi, tu peux être fier de toi. Je suis fier que tu sois mon fils. Maman et moi, on est en très bon terme. C'est mon associé, c'est ma complice, c'est ma confidente, c'est plein de choses. Elle est tout pour moi. Merci beaucoup Pascal pour cet échange. Merci de t'être livré en toute transparence, en toute honnêteté, en toute simplicité. Ce fut un échange très riche pour moi-même et j'espère que ce sera pareil pour les auditeurs. Ce fut riche en instructions, ce fut riche en rebondissements et ce fut riche en surprises, même pour moi-même qui suis supposée te connaître depuis des années. Merci à toi aussi d'avoir, créé cette plateforme-là. J'espère que beaucoup suivront le pas et beaucoup essaieront de s'ouvrir. Peut-être que ce ne sera pas les mêmes sujets, mais bon, je pense que c'est une très bonne initiative. Moi, ça me fait plaisir, surtout d'être en tête à tête avec toi comme ça. Ça rappelle beaucoup de choses de bons et de mauvais souvenirs et tout ça, hein, Zoba? Oui, de notre amitié, parfois tumultueuse, mais toujours pleine d'amour. Ouais, c'est vrai. Merci beaucoup Pascal. Chers auditeurs, je vous remercie également et j'espère sincèrement que vous reviendrez pour entendre des histoires tout aussi intéressantes que celles de Pascal. N'hésitez surtout pas à nous envoyer votre soutien à travers tous les réseaux sociaux que j'ai nommés en début d'émission et envoyez-nous aussi en inbox des envies de témoigner si jamais l'envie vous passait de partager avec nous vos péripéties, vos histoires, vos challenges, vos réussites et j'en passe. Au revoir et à très bientôt.